On va commencer, ça va permettre à tout le monde d'arriver. Bon après-midi à tous, j'espère que les ateliers ont été productifs, j'en doute pas. Donc avant de proposer la restitution des ateliers, étant donné que ce matin, on a été très concentré sur les présentations, mais on a eu peu de temps pour les échanges, j'aurais souhaité vous donner à nouveau la parole pour savoir si vous aviez des questions à nos intervenants de ce matin. Donc que ce soit sur la première partie de la matinée avec Stéphane Lux et Emmanuel Delara qui est présent, ou alors à Pascal Peuchot, Kendra McDonald's et Loïc Bertou. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires ? Très studieux. Bon, il y aura un cocktail à 17h30 au Francoforum, donc vous aurez l'occasion éventuellement d'échanger avec eux à cette occasion. Donc j'en profite aussi pour dire, puisqu'on est en Facebook Live, que nos internautes peuvent également poser des questions ou intervenir, et qu'on se fera un plaisir de répercuter en direct et répondre à leurs commentaires. Donc on va poursuivre avec le programme qui était prévu, avec cette restitution des ateliers. Est-ce que je peux demander au rapporteur du premier groupe, je crois que c'est Marine, de venir présenter le résultat des travaux. Bon, alors du coup, quand on m'a proposé d'être rapporteur, je ne savais pas que j'allais passer sur l'estrade, je suis folle de joie. Donc j'ai demandé quand même à Stéphane de m'accompagner. On l'applaudit quand même. Alors sur ce groupe-là, on a travaillé sur 4 grands thèmes. Le premier, c'était quels étaient les besoins d'échange entre les territoires, donc entre Saint-Pierre et Miquelon et entre Saint-Pierre-Miquelon et le territoire du Canada, de Terre-Neuve. Sur Saint-Pierre, les échanges entre Saint-Pierre et Miquelon nous ont paru quand même assez essentiels, que ce soit au niveau de l'éducation, avec une baisse quand même démographique de la population sur Miquelon, qui peut-être à terme arriveront à devoir proposer des classes directement via le numérique et la technologie. Sur la télémédecine aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de soucis entre Miquelon et Saint-Pierre, enfin que Miquelon était assez mal desservi au niveau de la médecine et que ça pourrait ouvrir des opportunités. Au niveau de l'information, pour les médias locaux, donc certaines interviews à distance qui sont difficiles à réaliser quand elles doivent se passer sur Miquelon. Et même au titre de toutes les administrations, que ce soit pour contacter la collectivité territoriale, que ce soit pour les services de la CACIMA, j'imagine que ce serait beaucoup plus simple si on avait vraiment les moyens technologiques de pouvoir dialoguer en vrai et pas seulement avec un téléphone. Je ne sais pas s'il y a autre chose à rajouter. Au niveau entreprise, merci Marine, c'est très, très clair et synthétique. Là, au niveau du monde économique, aussi un certain nombre d'entreprises qui ont des implantations ici à Saint-Pierre et qui ont besoin on va dire, gérer à distance leurs établissements de Miquelon et évidemment d'avoir aussi une sécurisation de leurs données entre les deux territoires. Voilà. Alors, sur la partie terre-neuvienne, avec... On a été un petit peu plus frileux. Voilà, pour l'instant, pour parler en toute transparence, il n'y a pas une demande qui apparaît évidente venant des acteurs qui participaient à l'atelier. Toutefois, il y a un certain nombre de pistes qui méritent d'être explorées. La médecine, par exemple, a été abordée entre l'hôpital de Saint-John et la réflexion qu'il y avait, c'est que sur les 30 000 habitants qui sont dans la péninsule, qui est plus proche de Saint-Pierre et de l'hôpital de Saint-Pierre que de Saint-John, il y a probablement des choses à faire. Mais aujourd'hui, à ce stade, on n'a pas plus de réflexion opérationnelle. Ça pose des tas d'autres questions qui sont des questions réglementaires entre le droit médical canadien et français qui sont loin d'être résolus. Mais on imagine bien qu'à terme,
le fait d'avoir ces connexions à proximité, à très haut débit, et aussi la possibilité de liaison en moins d'une heure avec l'hôpital, peuvent apporter peut-être à cette région des solutions dans une logique de coopération régionale. Mais c'est à mettre plutôt, c'est plus une pierre prospective que clairement un projet mature. Voilà. Avec une autre réflexion qui a été évoquée, mais ça me permettra de rebondir sur la partie de l'atelier, peut-être que tu synthétiseras tout à l'heure, Manuel, c'est sur les talents, d'avoir peut-être aussi à Fortune, où il va y avoir la rêve du câble et peut-être à la Malines, peut-être de réfléchir à avoir des capacités à utiliser ces services de câble, peut-être pour pouvoir à un moment donné développer des coopérations de compétences. Mais bon, on n'a pas été plus loin que ça. Hein. C'était vraiment, on est dans l'embryon de réflexion. Marine. Sur les ressources partagées, alors la question du data center s'est posée. Quid de son dimensionnement, des personnes qui voudraient bien vouloir y héberger des données. On s'est vite confronté à certaines certifications pour les hébergeurs qui pourraient héberger des données médicales. Donc c'est assez compliqué à avoir et ça coûte assez cher. Une certaine confiance sur les entreprises locales qu'il faudrait acquérir auprès du territoire sur l'hébergement des données en local. Certains ont peur que les données soient piratées ou réutilisées. Donc sur le data center, quelles seraient les personnes qui seraient susceptibles d'y héberger leurs données? Quelques inquiétudes aussi sur la desserte des particuliers sur la fibre. Comment est-ce que ça va être fait au niveau opérationnel? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Et on nous a quand même dit que les débits pour les entreprises, les débits proposés d'Internet et les systèmes qui étaient proposés en ce moment étaient largement suffisants pour les entreprises locales. Donc savoir comment est-ce qu'on peut positionner les entreprises sur du très haut débit et leur donner les pistes de leur développement. Oui, la question qui était derrière, en fait, c'était de dire techniquement peut-être qu'on peut se satisfaire des solutions actuelles. Ça paraît, en tout cas, dans l'immédiat, la réflexion qui sortait, je n'ai pas dit unanimement, mais majoritairement. Par contre, il y a eu plusieurs fois la question de poser sur les infrastructures d'accès, notamment au réseau de SPM Télécom, comment peuvent-elles être ouvertes, partagées pour d'autres acteurs qui pourraient vouloir les utiliser pour fournir des services à travers leur réseau. Dynamiser l'innovation. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, si on pouvait faire revenir toute la diaspora de Saint-Pierre-et-Miquelon qui est partie outre-mer pour travailler sur la métropole ou dans d'autres territoires et qui sont dans le domaine du numérique, ce serait déjà pas mal. Donc merci Fier SPM, on va essayer de travailler là-dessus. Il faut déjà qu'on ait des espaces de coworking, donc il y a des projets sur le territoire pour qu'on puisse mettre en corrélation les personnes qui veulent développer des choses ou seulement qui veulent travailler sur des petits projets, donc des projets de Fab Lab aussi sur le territoire. Bien sûr, dans tous les cas, multiplier les échanges, que ce soit en intra Saint-Pierre-et-Miquelon ou que ce soit à l'extérieur du territoire, et les partages d'expériences, les retours et le travail d'équipe, quoi. Oui, donc il y a des projets qui ont été clairement exprimés par notamment la CACIMA qui a au niveau de son bâtiment un certain nombre d'initiatives engagées ou envisagées, et ça nous paraît intéressant d'avoir un dialogue entre ce projet et les projets qui peuvent être imaginés sur le territoire pour qu'il y ait des synergies fortes et des combinaisons qui soient effectives entre cette première initiative et donc peut-être veiller à ce que, par exemple, l'interconnexion entre les bâtiments de la CACIMA et le futur data center où l'arrivée du câble soit assurée dans les meilleures conditions, par exemple, hein, pour à chaud là, réfléchir à ce que ça pourrait avoir comme conséquence. Il y a aussi la notion de travailler, ça a été évoqué, alors ça n'a pas été dit négativement à l'égard de l'éducation nationale, mais de dire plutôt que peut-être de travailler sur un bac pro restauration qui apparemment n'a pas l'air de connaître un grand succès en termes de débouchés d'emploi ici, pourquoi pas travailler sur un bac pro codage. Alors là, je tends la perche
à Manuel qui peut-être reprendra là-dessus, mais en tout cas ça a été évoqué comme aussi un facteur évidemment de contribution à cette innovation et au fait qu'on peut dynamiser l'innovation en ayant là des jeunes formés. Dernier thème de travail, donc quel secteur ou projet singulier et différenciateur, qu'est-ce qui fait de Saint-Pierre-et-Miquelon un endroit où on peut développer le numérique et en quoi est-ce qu'on peut le développer? Alors, la petitesse du territoire peut être un atout, même si on s'est toujours dit que c'était peut-être l'inverse. Donc, en fait, ça pourrait être un terrain propice à l'innovation pour des startups qui voudraient se lancer sur des objets connectés et qui voudraient expérimenter leurs produits sur un territoire donné. On nous a fait la remarque qu'il n'y avait absolument aucune apps présente localement et que on a tout à imaginer et tout à développer. Lançons-nous. Il y a pas mal d'opportunités aussi qui sont liées à la mer. On est quand même un territoire, voilà, on est entouré. Et en ce moment, il y a quand même pas mal de recherches scientifiques et de plusieurs programmes liés aux recherches dans ce milieu qui sont lancés, qui vont se lancer dans les prochaines années. Donc ça pourrait être un bon billet de communication et même de travail groupé. Alors le dernier, c'était concernant notre positionnement géographique, donc toujours sur du e-learning, que ce soit français ou anglais, et des certifications européennes qui pourraient être faites à Saint-Pierre-et-Miquelon pour des travailleurs ou des formations pour des personnes du Canada. Il y a une autre chose qui a été, en complément à ce que vient de dire Marine, qui a été évoquée, qui fait écho au premier point, et ce côté un peu territoire, sorte de labs, parce qu'on est à la fois un territoire qui a on va dire, les différentes composantes d'un territoire plus grand, hein, mais à une échelle du coup qui est beaucoup plus facile à aborder pour tester des nouveaux projets, des nouvelles applications. Donc une sorte de miniature d'un écosystème pour pouvoir tester des projets, des infrastructures, etc. Et avec cette composante télé quelque chose, puisqu'on a, comme je le rappelle toujours, ces deux parties du territoire, Saint-Pierre et Miquelon, qui vont être accordées avec des conditions de travail idéales pour faire des téléservices et d'être finalement un territoire de projet pour ces téléservices. La médecine étant une opportunité, et d'ailleurs les représentants de l'hôpital qui étaient présents nous ont ayant tiré notre attention sur le fait qu'il y avait dans le cadre de, alors je ne connais pas exactement les textes, mais l'article 36 je crois, de la loi de finances sur la sécurité sociale, il y a 100 millions d'euros de mobilisables sur tout ce qui est expérimentation, télémédecine, etc. Et qu'on pourrait probablement porter un projet pour financer des expérimentations opérationnelles entre Saint-Pierre et Miquelon, ici, et d'être en fait un des territoires d'innovation de la télémédecine, mais aussi, pourquoi pas, dans d'autres domaines. Hein, la DGAC qui avait son projet là, de tour virtuelle, enfin, en tout cas qui est en cours, ou même SPM Première avec son studio virtuel à distance, etc., etc. On voit que finalement, vous pouvez être au-delà de ce côté expérimentation de projet sur Saint-Pierre, petite ville connectée qui pourrait être un labs en soi. Il y a cette insularité à deux niveaux, interconnectée à très haut débit, qui peut être un atout. Et puis, il y a cette dimension terneuvienne qui est plutôt en devenir, je veux dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'il y a des choses à faire, mais on a l'impression qu'il y a une énorme barrière, pour ne pas dire un rideau de fer virtuel entre les deux, qui est réglementaire, législatif, tout ce qu'on veut, peut-être aussi un peu culturel, mais peut-être un peu moins culturel finalement que les barrières précédentes que je viens d'évoquer. Mais peut-être qu'en travaillant des deux côtés, en tendant la main, en essayant de faire des choses, il y a peut-être là une opportunité aussi dans les particularismes de ce territoire. Merci Marine. Merci. Merci Marine. Et merci Stéphane. Est-ce qu'il y a, avant de demander s'il y a des questions, je voudrais proposer au groupe peut-être d'apporter des compléments ou ajouter des nuances ou est-ce que tout a été bien rapporté? Vous êtes satisfait ou vous n'osez pas?
les contredire? Ok, donc on passe au groupe suivant, on pourra débattre après. Donc je crois que on est sur le tourisme et que c'est Pascal Peuchot. Normalement le rapporteur c'est pas l'animateur, mais bon, pour cette conférence on innove. Pascal Peuchot, donc directeur de l'innovation à Saint-Barthélemy. Je crois que je vais pas être tout seul. Merci Miguel. Il m'a forcé, mais ça... Les volontaires désignés d'office. C'est ça. Tu commences ? Ah oui, on se met un petit peu plus, Au milieu. Ouais. D'accord. Donc, juste pour commencer, cet atelier a été assez animé avec beaucoup de prises de parole. C'est vrai que les choses sont toujours un petit peu complexes dans le domaine du tourisme et surtout la coordination des initiatives publiques et privées qui, comme dans tout territoire, peut prendre un petit peu de temps à se mettre en place, mais qui relèvent pas forcément d'un manque d'outils, de présence d'outils numériques, mais qui sont notamment dus à des facteurs humains. Oui, donc on s'est rendu compte, déjà dans l'ère du tourisme numérique, on sait qu'il y a un avant, un pendant et après. Donc avant, c'est là où le touriste va se renseigner sur Internet pour faire son achat, choisir sa destination, son hébergement, son activité. Donc on sait que chez nous, on a une belle vitrine parce qu'on a le portail chez nous.net, on a les sites web des hôtels, on a le site Frenchies Tour pour le guide touristique, on a un beau projet qui va se monter très prochainement pour qui est la plateforme SPM Existé. On a aussi le musée de l'Arche, les ferries, Air Saint-Pierre. On a beaucoup d'animations aussi sur les réseaux sociaux de par l'engagement de la population avec les photographes locaux et puis tout ce qui est vidéo aussi de drones, etc., qu'on voit de plus en plus, qui sont extrêmement partagés. Donc il y a une belle interaction. On utilise Twitter, il y a des vidéos aussi sur YouTube, Instagram, enfin tous les réseaux et les médias sociaux sont bien utilisés. Donc ça, c'est le avant. Toutefois, il manque encore un peu de technique pour pouvoir, notamment sur le référencement, pour pouvoir être bien indexé par Google, qui est quand même le moteur de recherche numéro 1. Et c'est là où le touriste, c'est l'outil qu'il va utiliser avant tout pour rechercher sa destination et voir qu'est-ce qu'il peut faire à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et ensuite, on a le pendant. Donc, peut-être oui. Juste rajouter qu'effectivement, derrière la marque de territoire, tout le monde semble se ranger derrière. Et ça, c'est une excellente chose, les îles d'exception. Donc, les petits problèmes dont on parlait, donc de référencement, l'idée c'est d'être encore plus présent sur les réseaux sociaux et de se mettre véritablement à la place de la personne, du visiteur qui souhaite trouver une destination vacances qui l'intéresse. Et au final, on peut très bien s'appuyer sur l'expérience de chacun d'entre nous, puisque nous sommes les touristes des autres territoires, des autres destinations. Donc voilà, on a constaté qu'on avait quand même une belle offre sur le web. Donc maintenant, il faut créer la synergie entre tous les acteurs et mieux travailler ensemble. Voilà, et peut-être donner plus de visibilité à toutes ces initiatives qui sont un peu dispersées, mais qui œuvrent toutes dans le même sens. Et ça c'est quand même la bonne chose. Voilà, il y a une belle énergie. Donc dans le pendant, on a tout ce qui est facteur humain, parce qu'on n'utilise pas les outils numériques sans avoir de retour, et puis sans avoir derrière la machine, savoir qu'il y a un homme et une femme. Donc ça, c'est un facteur très important. Ça a aussi été évoqué, notamment par la Maison de la Nature, l'environnement, des zones de retraite, j'appellerais ça comme ça, des zones non connectées, donc des connexions totales.
pleine nature. Sachant, pour compléter, que la problématique principale pour permettre aux visiteurs de s'adonner à son activité favorite, c'est-à-dire de poster des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux, excuse-moi, c'est l'absence de réseau mobile accessible facilement, puisque si vous, en tant que résident, vous avez accès au réseau Wi-Fi SPM, Télécom, les habitudes des touristes, c'est d'utiliser le réseau 3G, le réseau 4G, donc le réseau de téléphonie mobile data, et que en l'absence de réseau Wi-Fi gratuit et ouvert, c'est vrai que ça vient un peu compliquer la tâche pour qu'il y ait du contenu qui soit produit pendant le séjour du touriste. Donc on a aussi évoqué la création d'une application mobile. Donc dès l'arrivée à Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple, par voie aérienne à l'aéroport, on aurait une application qui permettrait d'avoir tout un panel de toutes les activités, les hébergements, les restaurants, enfin, tout ce qui peut être proposé sur Saint-Pierre. Et puis aussi... Finalement, le pendant mobile des sites web qui existent, et donc des contenus qui existent et qui servent à préparer son voyage sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Sur l'instant T, et puis centralisé sur une même application ou un même site web. Donc l'après, c'est tout ce qui est les retours d'expérience et puis l'e-réputation. Donc les critères de satisfaction laissés par les touristes et les visiteurs. Donc là, on voit que sur Internet, un visiteur, un utilisateur, il peut poster un critère, un avis positif ou négatif où il veut. Donc ça, c'est très peu surveillé, il n'y a pas beaucoup de veille. Donc on a démontré l'importance de veiller à son e-réputation, puisque après, c'est ça qui va faire aussi l'image de Saint-Pierre, c'est l'après, et puis qui va être véhiculé, parce qu'après il y a aussi pas que les outils numériques, il y a aussi le facteur humain qui revient avec le bouche à oreille. Quand on a visité une destination, on s'est renseigné en amont avec les outils numériques, mais après on va laisser un commentaire et après on va en parler à ses amis, enfin c'est les cercles de la vie, hein, donc premier cercle, donc sa famille, ses amis, et puis après ainsi de suite, ça va créer aussi une interaction pour avoir envie de venir visiter l'archipel. Et dans les différents sites d'hébergement, enfin dans les différents hébergements, restaurants, offreurs d'activités, la satisfaction de la clientèle, la satisfaction des touristes, alors effectivement, elle se retrouve un petit peu partout sur Internet, hein, sur le web. Mais ça serait peut-être, on a noté que ça serait intéressant aussi que chaque acteur puisse avoir son livre d'or ou un livre d'or commun. Et si l'expérience, pour mettre en valeur la satisfaction des clients, le fait que les clients ont le sourire après leurs vacances à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais également aussi, on a évoqué, alors ça revient, le après sert, et donc l'e-réputation sert à préparer l'avant, la préparation du voyage. Donc on peut se retrouver avec des regrets de la part de certains clients ou reproches. Et dans ce cadre-là, il faut absolument qu'il y ait une réponse qui soit faite par l'endroit incriminé, par l'offreur de service qui serait pointé du doigt, non pas pour essayer de se dédouaner, mais pour dire qu'il a bien compris la problématique qui était pointée par son client et qu'il doit essayer d'améliorer et qu'il améliorera son... Pour être dans une démarche constructive, mais globalement, il en est ressorti que l'archipel était très accueillant, donc on a plus de commentaires positifs que négatifs. Il faut continuer à valoriser cette image grâce aux outils numériques qui sont qui sont primordiaux dans le tourisme.
et privilégier les outils numériques qui sont très utilisés, Voilà. comme les Airbnb, tous les réseaux sociaux. C'est pas la peine de réinventer la poudre, puisqu'en fait, la plupart des gens, des touristes, utilisent déjà ces outils, donc c'est pas la peine de réinventer un outil particulier à Saint-Pierre-et-Miquelon, si ce n'est l'application mobile qui accompagnerait le touriste, qui serait un peu un guide numérique, sans remplacer évidemment les travaux et les prestations qui sont offertes à la fois par le secteur public et le secteur privé. Alors, selon les chiffres aussi, on sait que 49% des utilisateurs d'Internet vont regarder une vidéo avant d'acheter un voyage. Donc, c'est vrai qu'on pourrait aussi multiplier l'offre en vidéo, et notamment avec l'arrivée du streaming, tout ça, qui va de plus en plus prendre de bandes passantes, je dirais. Donc, ça serait aussi une piste à développer pour valoriser notre offre touristique. En gros, plus il y aura de contenu, plus vous produirez de contenu, et plus les touristes pourront produire de contenu vidéo par eux-mêmes, plus le territoire augmentera sa visibilité. Et donc, c'est pas une action uniquement de la sphère publique, mais c'est bien une action combinée entre la sphère publique et la sphère privée. Il n'y a pas d'opposition, bien au contraire. C'est un échange gagnant-gagnant. Voilà. Exactement. Conclusion. Merci. Merci beaucoup Miguel, merci Pascal. Est-ce que vous avez des commentaires dans ce groupe qui a été très animé apparemment? Je voudrais faire... Oui, Malika. Merci beaucoup pour ce complément. Est-ce que du coup le tableau est complet? Ça m'a rappelé cette réunion que ça fait à peu près 10 ans cette année qu'on a entamé des démarches participatives à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc c'était une innovation en termes de démarche de définition d'une politique publique. Donc il y avait eu la Maison de la Nature et de l'Environnement qui a fait l'objet d'une démarche participative. Et puis sur les fonds européens aussi, en 2008, on avait commencé à travailler dans des réunions un peu structurées. Donc voilà, on a innové il y a 10 ans, mais c'est un processus continu pour essayer d'avoir une vision commune et avancer collectivement. Je vais appeler le rapporteur du dernier groupe, donc intitulé Talents et formation, avec Marion. Merci de nous rejoindre. Je reste dans la lumière, sous le feu des projecteurs. Ça fonctionne? Bonjour, oui. Donc notre groupe a travaillé sur le thème talent et formation. Donc on a d'abord établi des constats par rapport au secteur du numérique et ce que ça pouvait induire en termes de compétences et de formation sur le territoire. On a d'abord posé le constat que localement sont valorisés les métiers qui tendent à disparaître. Alors c'est un peu pessimiste de dire tendent à disparaître, mais en tout cas les métiers qui existent depuis longtemps, on essaie continuellement de les valoriser. Et non seulement il faut continuer de les valoriser, mais peut-être y a-t-il une nécessité aujourd'hui de valoriser les métiers qui vont apparaître, et notamment dans ce secteur du numérique. Parmi les constats, on a aussi noté un manque de compétences numériques, notamment dans les TPE, qui sont une typologie d'entreprise très présente sur le territoire, un manque d'offres de formation dans le secteur, mais qui est induit par un manque en tout cas d'identification de besoins dans le secteur, une fragilité des effectifs des entreprises qui est due à la petitesse du territoire, et puis les jeunes qui seraient formés dans le secteur sont plutôt attirés juste après leurs études vers des entreprises présentes sur le territoire métropolitain ou canadien ou ailleurs d'ailleurs,
qui peuvent paraître plus dynamiques, en tout cas au premier abord. Alors, évidemment, après avoir posé des constats, l'intérêt, c'est d'essayer d'y apporter des réponses, en tout cas de trouver quelques solutions. Alors, concernant les formations, le numérique est un secteur qui évolue constamment et qui ne s'arrêtera jamais d'évoluer. Et donc, pour miser sur la formation, il faut miser sur la formation à distance. Ça paraît assez essentiel puisque notre territoire est petit et mettre en place des formations qui seraient à la fois en présentiel et en continu, ça paraîtrait un peu compliqué. Mais surtout, il faut informer sur les métiers du numérique parce qu'aujourd'hui, c'est un peu abstrait. Enfin, ça l'est même beaucoup. Et donc, informer sur c'est quoi le secteur du numérique et quels sont les métiers qui en découlent. Alors, comment informer? Tout simplement par des campagnes d'information, faire le lien entre les outils qu'on utilise tous les jours et les métiers qui existent derrière. Comme on le disait tout à l'heure, se focaliser sur les métiers qui vont apparaître plutôt que sur les métiers qui sont déjà bien établis ou qui tendent à disparaître, sans encore une fois oublier de valoriser les autres métiers, puisque tout à l'heure, dans une autre restitution, on parlait notamment du bac pro cuisine. C'est vrai qu'il y a peu d'inscrits sur le bac pro cuisine, pour autant il y a des débouchés, c'est aussi un secteur porteur sur l'archipel, la restauration, donc l'idée c'est pas de se pencher que sur le numérique, mais en tout cas effectivement d'en faire une grande information pour nos jeunes. Et si on a des jeunes qui se forment dans le numérique, eh bien les suivre à la trace pour faire en sorte et les encourager à revenir sur l'archipel. Alors les encourager comment? Tout simplement en encourageant l'initiative locale et en mettant en place, ce qu'on a déjà entendu tout à l'heure, des Fab Labs, voire des concours de numérique avec les provinces canadiennes. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, pour inciter les jeunes et la population à aller vers le numérique, il faut que ce soit un peu moins abstrait pour la population et surtout bien informé, puisqu'aujourd'hui ça peut faire peur et on peut se dire mais si tout devient numérique, que va-t-il rester du contact humain? Évidemment l'idée elle n'est absolument pas de supprimer le contact humain et c'est important notamment dans certains secteurs, mais c'est vraiment de pouvoir dire oui, demain à Saint-Pierre-et-Miquelon on peut être dans l'ère du numérique, il y a des métiers qui peuvent se créer, il y a des débouchés qui peuvent se créer et ça peut faire revenir des jeunes, ça peut aussi faire venir d'autres personnes et créer une vraie dynamique sur le territoire. Donc oui, c'est possible. Il n'y a rien à rajouter. Merci. Il n'y a rien à rajouter. Est-ce que vous confirmez pour ce troisième groupe? Je vois des gens qui hochent la tête positivement, donc ça doit être bon. Est-ce qu'il y a des questions pour les rapporteurs ou des éléments de débat que vous voulez mettre en avant? C'est le moment de le faire parce qu'on approche de la synthèse de cette session sur les îles intelligentes. Après, il y aura d'autres interventions sur le crowdfunding, sur des projets, sur Fier SPM. Mais sur les îles intelligentes, on touche à la fin, donc n'hésitez pas à intervenir. Oui, Rosiane, peut-être qu'on va faire circuler un micro, ce sera peut-être mieux pour que... Ouais, ça va aller, tu crois? Ok.
Absolument, mais c'est une excellente question. On est souvent confronté à cette question dès lors qu'on aborde la question du développement et donner une impulsion sur un nouveau secteur. Ça crée la question des compétences et c'est une question essentielle. Je vais essayer de commencer à répondre et puis peut-être que Manuel va compléter. Donc ce qu'on peut faire, d'abord, il y a une vraie prise de conscience, je crois, au niveau de l'éducation nationale. On a dit, il y a 200 000 emplois qui vont être créés en France dans ce secteur. À Saint-Pierre-et-Miquelon, le potentiel, on l'a mis en avant. Et l'éducation nationale, au niveau national, a donné comme consigne, comme projet, d'avoir des cours de codage dans tous les lycées de manière systématique à court terme. Et progressivement, cet apprentissage du codage se fera de plus en plus tôt dans l'apprentissage. Donc c'est vraiment un enjeu qui est pris très, très au sérieux au niveau national. Et on le disait en préparant cette journée, que finalement, bientôt les jeunes apprendront 3 langues, le français, l'anglais et le codage. Au niveau local, il y a déjà des réunions qui ont été organisées par l'éducation nationale, là encore, pour essayer de voir comment ils pouvaient aborder cette question et offrir plus de formation au niveau de Saint-Pierre sur cette thématique. Donc, alors, je ne sais pas s'il y a un représentant qui pourrait nous dire où ça en est, mais globalement, là aussi, l'administration est bien sensibilisée à cette question. On travaille aussi sur FIER SPM, donc par exemple, le travail de cette conférence va être mis en ligne. On va continuer, je crois qu'il y avait une proposition, mais on verra comment on procède, mais aujourd'hui on a une conférence tous les ans sur FIER SPM. Je crois que c'est Manuel qui proposait d'avoir tous les ans un événement sur le numérique. Est-ce que ça va être la même chose? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres secteurs aussi où on peut innover. Mais globalement, il y a cette idée qu'on pourra continuer à braquer les projecteurs sur ce secteur-là et continuer à sensibiliser à travers des actions d'information. Voilà. Avant, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Manuel? Rosiane, la question que tu as posée, c'est celle qui a animé tout l'atelier. Non, mais c'était très bien de la reposer. Et finalement, la réponse, Kendra en a apporté un petit bout. Vous avez une filière numérique qui est structurée, qui est un voisin dans l'espace régional, un territoire qui a 200 000 postes à pourvoir dans les années à venir, le Canada, donc c'est-à-dire aux portes de Saint-Pierre-et-Miquelon, et 200 000 emplois sur la métropole. Et donc, effectivement, il faut commencer au plus jeune âge, comme l'évoquait Olivier, dès l'école, le collège, le lycée. Mais on sait très bien que ces emplois du numérique, le temps de l'entreprise, il n'est pas celui de l'éducation nationale. Et donc, vous avez aujourd'hui des outils qui est de discuter avec un cluster, comme l'association Nati, c'est quoi vos besoins dans 6 mois, 18 mois, 3 ans. Au-delà de 3 ans, ça n'existe pas pour l'entreprise. Et en même temps, vous avez côté national France Stratégie et un certain nombre d'acteurs, et notamment les Pays de Loire, et on va renvoyer les liens, qui font des tableaux de bord sur les métiers du numérique qui sont en tension, ceux qui sont largement pourvus aujourd'hui, mais ce qui veut dire que ce qui est pourvu aujourd'hui ne le sera peut-être pas dans un an. Et donc c'est regarder en permanence la capacité de ces réservoirs d'emploi et absorber les formations. Et donc c'est des formations courtes, 3 mois, 6 mois, 7 mois, qui sont offertes par un certain nombre d'écoles qui sont labellisées Grande École du Numérique, l'école Simplon, Webforce, et sur lesquelles on a évoqué tout à l'heure, à la fois avec Marion, mais également avec le directeur du pôle emploi, comment pouvaient être montées des conventions qui permettent à ces écoles de la deuxième chance pour ceux qui sont en recherche d'un emploi, mais également des écoles de formation des cadres de l'administration à bien prendre en compte ces métiers du numérique. Et à quelque part, Terre-Neuve, Labrador, c'est un voisin. La France a une vraie culture. Et si je ramène sur mon territoire, on discute avec un cluster du numérique qui a 19 000 emplois. Ce qui les intéresse aujourd'hui,
c'est les outils de formation de la France. Et donc Saint-Pierre-et-Miquelon, petit bout de France aux portes de l'Amérique, elle est un territoire, elle est une destination où vous pouvez former des Français, former des jeunes Saint-Pierrais, et le cas échéant proposer aux jeunes de Saint-Pierre-et-Miquelon de dire vous pouvez partir travailler en métropole, vous travaillez à Terre-Neuve qui est le voisin, ou vous travaillez à Montréal. Mais se dire que là je suis sur une rotule où j'ai 200 000 emplois d'un côté, 200 000 de l'autre, et quand bien même j'ai pas ma filière aujourd'hui sur le territoire, vous formez. Et quand tout à l'heure j'ai pris l'exemple pour ouvrir l'atelier qui était je suis un investisseur et je veux créer 10 emplois à Saint-Pierre-et-Miquelon, Marion et son homologue ont sauté en disant mais 10 emplois, on n'arrivera jamais à vous fournir les compétences. Dans la salle, tout de suite, on a vu que 2 ou 3 compétences, on savait les mobiliser autour de la diaspora de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et ensuite, il faut aller les chercher et les attirer chez les voisins. Et donc Marion veut apporter un complément, mais c'est vraiment le sujet sur lequel on a travaillé, qui était de dire, voilà, c'est du tableau de bord en temps réel, et vous avez un outil aujourd'hui qui existe au niveau national, et puis vous avez un cluster avec qui il faut discuter, et je pense que la présence aujourd'hui de Kendra sur ce forum, c'est un lien que vous devez garder dans le temps, et échanger régulièrement sur quels sont tes besoins, Kendra, à 3 mois, à 6 mois, et c'est de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur une filière numérique. Loïc Berthoud. Allô ? Oui. Sur la question de formation, j'aimerais juste peut-être apporter un témoignage. Parce que je trouve que le réflexe de se tourner vers l'éducation nationale n'est pas forcément le meilleur. Je viens de passer quelques années à développer des programmes au niveau de l'École supérieure de commerce de Rennes. Donc on parle d'étudiants qui ont fait les classes préparatoires, qui sont en quête du plus haut niveau de formation et dans les écoles de commerce. Le premier constat, c'est qu'il y avait une trentaine d'associations, mais aucune association autour du web, et encore moins au niveau du codage. À l'École supérieure de commerce de Rennes, qui est baptisée désormais Rennes School of Business, qui est en classement du top 10, le codage vient d'être inscrit au plan stratégique. Donc les étudiants qui ont 20 ans aujourd'hui, en école de commerce, ne sont pas exposés au marketing digital, au métier du numérique. C'est très récent. L'éducation nationale est très en retard. Effectivement, comme le disait Olivier, désormais le codage va être enseigné de manière obligatoire en seconde. Moi j'ai un garçon qui a 16 ans, qui est en première, donc il n'aura pas l'opportunité, mais je n'ai pas attendu ça, je lui ai suggéré d'aller lui-même sur le web, de télécharger une référence, un livre électronique, et d'apprendre par lui-même. Et il l'a fait, il a rencontré d'autres amis, ils sont concertés, et c'est de l'entraide. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a très peu de programmes formels où vous allez apprendre les compétences numériques.
et certainement pas dans les lieux dans lesquels on s'attend, parce que ces lieux-là sont très structurés et sont encore sur un ancien modèle. C'est pour ça que vous avez, en France notamment, des nouvelles écoles du numérique, Station F, l'école 42, vous avez à Rennes l'Epitech, l'Institut D de design à Saint-Malo qui vient d'ouvrir, toutes sortes de nouvelles écoles qui ont compris que le système classique ne répondait pas à ça et que ça allait être très très lent. Et un point sur lequel il faut insister quand on parle du numérique, c'est la notion de vitesse, d'accélération. C'est extrêmement rapide. Donc si vous avez un plan aujourd'hui, il faut l'exécuter. Et votre horizon, c'est 5 ans, c'est pas 10. Donc en matière de formation, moi je vous donne une suggestion. Vous allez effectivement au lycée. Je peux vous dire que j'ai une fille aussi qui a 13-14 ans. Et les jeunes vont vous étonner, ils vont vous épater. Ils maîtrisent les outils web beaucoup mieux que nous. Ils sont nés avec. Et il faut simplement leur donner un petit peu de stimulus. Alors je vous propose de leur donner un projet au niveau du lycée. Vous leur dites, voilà, une thématique, ou alors carte blanche, faites-moi une présentation, arrivez avec des idées, développez un projet. Une présentation web, toute simple. Puis vous organisez un concours, et si vous voulez vraiment les motiver, vous mettez une bourse. 500 €. Vous organisez ça la semaine prochaine, vous leur donnez 4 à 6 semaines, et regardez les résultats le mois prochain. Et vous risquez d'être bluffé par les résultats, parce que ce sont eux qui ont les réponses. Et ils ont plein d'idées, ils ont juste simplement besoin d'être encouragés. Et après, ils vont vous dire eux-mêmes comment ils ont fait ça, ce qui leur manque, ce qu'ils aimeraient faire plus loin. Et en créant un petit Fab Lab dont on a parlé, un simple lieu avec quelques ordinateurs, un petit peu d'équipement, une imprimante numérique, ça vaut aujourd'hui une bonne imprimante numérique, peut-être 1000, 2000 €. Un petit peu de formation présentielle et à distance, et ça va démarrer, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher ailleurs, il faut rester entre vous, mais communiquer avec vos propres enfants, les jeunes, et dès maintenant au niveau du lycée. Et si vous commencez maintenant, vous allez voir que dès l'année prochaine, les projets vont se développer, les compétences vont s'échanger, le concept du Fab Lab, laboratoire de fabrication, c'est un concept international. Ça veut dire que si vous avez un Fab Lab au niveau de Saint-Pierre-et-Miquelon, il sera connecté à un réseau international et vous pourrez échanger avec les autres projets des autres équipes dans les différents pays du monde. C'est un espèce de Jeux olympiques du numérique. Et ça fonctionne comme ça. Et c'est très informel. Il faut comprendre que c'est de la créativité. Donc c'est bien d'encourager, de mettre des structures, de penser éducation nationale, mais à mon avis, ça c'est la voie lente. L'autoroute de l'information, c'est d'être connecté et de faire confiance aux jeunes. Voilà. Merci pour cette intervention et cet échange, Marion. Ton intervention, je pense aussi qu'elle va vraiment nourrir cette synthèse, la synthèse des débats sur ce sujet. Juste une petite idée, même si je retombe un petit peu sur la question d'intervention publique. Je sais qu'au Groenland, pour inciter les jeunes à aller dans telle ou telle filière, ils vont avoir une bourse plus importante pour aller étudier dans tel domaine plutôt qu'un autre. Donc voilà, c'est une pratique qui se fait au Groenland. Et sinon, je crois qu'une dernière idée qui a été citée ce matin, qui peut répondre aussi à cette question-là, c'est l'idée du hackathon dont a parlé Kendra, et qui là aussi peut être un vecteur de communication.